sais pas encore s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont bloquées sur le jeu. Ce que je peux leur dire, en tout cas, c'est que c'est fondamentalement dans les racines, dans l'ADN de l'être humain de jouer. Il y a pas le travail d'un côté, la vie privée de l'autre. En tout cas, moi, c'est un modèle que je n'y crois plus. Bonjour à tous et bienvenue dans Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication, et je reçois aujourd'hui Mathieu Lenz, directeur marketing et communication chez James. Avec Mathieu, nous allons parler des techniques pour créer un sentiment d'appartenance et un esprit d'équipe dans une entreprise. Un sujet clé, surtout quand l'entreprise en question emploie plusieurs centaines de collaborateurs qui ne se voient pratiquement jamais. Bonjour Mathieu, enchanté. Bonjour Barbara. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs ? Bien sûr. Mais écoute, je m'appelle Mathieu Lenz. Moi, j'ai un parcours ingénieur qui a basculé vers le commerce. Donc, j'ai travaillé un petit peu dans différents secteurs, que ce soit l'Internet, la télévision connectée, la santé connectée. J'ai monté une société qui s'appelle IA pour tous, dont le but était de vulgariser l'intelligence artificielle, qu'on est, on va dire, de 8 ans à 99 ans. Et j'ai rejoint l'équipe James il y a à peu près 2 ans et demi en tant que directeur marketing et communication. Là où je m'occupe vraiment de la marque, la communication, le lead generation et le product, avec une petite équipe évidemment très sympathique avec moi. Alors, James Group est une entreprise de services informatiques. Tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, alors James, on est une société qui est spécialiste de la data. Alors chez nous, la data, c'est pas la data, nos données personnelles, c'est les données de l'entreprise. On est des experts dans la création de plateformes de données. Et ces plateformes de données, en fait, ça vise à fournir une solution pour les entreprises afin de créer des services basés sur la donnée. Et on est expert dans le sens où on a créé une méthode vraiment unique de modélisation de la donnée. Et on fait prendre conscience aux entreprises qu'ils ont un patrimoine, que toutes leurs données sont importantes et qu'à partir de ce patrimoine de données qu'on va les aider à constituer, ils peuvent créer des services innovants. Et alors ça peut être typiquement, on a vu Uber qui a été lancé uniquement sur la data. On a des services liés sur le profiling d'un bon conducteur, par exemple, sur lequel est en train de travailler des grandes entreprises automobiles qui peuvent vendre un peu ce profil pour les assurances, pour la maintenance prédictive un petit peu de leur matériel. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qu'on fait. C'est très tech, c'est très innovant et voilà, on prépare un petit peu le futur 2030. Alors Mathieu, tu me disais que chez James, l'équipe est très décentralisée et que les collaborateurs travaillent sur plusieurs sites différents. Ouais, effectivement, on a une stratégie d'entreprise où en fait, on favorise un petit peu le travail d'équipe, qu'on soit à Nantes, qu'on soit à Lyon, qu'on soit à Genève ou à Tunis notamment, les lieux de nos principales agences. Et effectivement, donc ces gens collaborent ensemble sur des projets avec le client directement, mais ne se voient pas. Et donc là, du coup, comment on fait pour créer une cohérence d'entreprise, une cohérence de marque avec des gens qui ont des interactions uniquement via l'ordinateur, via Teams par exemple, et créer vraiment cet esprit James qui est important parce qu'on a des valeurs d'entreprise qui sont fortes, comme l'audace et l'engagement. Et c'était vraiment une grosse problématique quand je suis arrivé. C'est d'ailleurs une problématique à laquelle beaucoup d'entreprises aujourd'hui se voient confrontées. Et le problème le plus récurrent, c'est d'ailleurs comment engager les collaborateurs qu'on ne voit jamais ou qu'on voit très peu. Que l'on soit une entreprise avec une organisation décentralisée comme la vôtre, mais aussi avec le travail à distance, le travail hybride qui s'est mis en place et qui s'est généralisé. Donc, quelle est la stratégie que vous avez mis en place chez James pour créer ce sens d'appartenance et cet esprit d'équipe ? Alors effectivement, tu l'as bien dit, c'est un problème global, c'est un problème relatif à l'industrie. Donc nous, on n'a pas la solution miracle, donc on essaye d'y travailler, on est toujours en quête de bonnes idées. Et on a vu ce qui marchait énormément, c'est de réunir tout le monde dans un lieu un petit peu atypique. C'est typiquement ce qu'on appelle un séminaire d'entreprise, mais nous, les séminaires, on les voit un petit peu de manière différente. On réunit l'ensemble des collaborateurs, donc on est plus de 800 personnes. Alors tout le monde ne vient pas au séminaire, évidemment, mais dans un esprit vraiment de 2-3 jours festifs. Festif, ça veut dire on va multiplier les activités dans lesquelles les gens se rencontrent, ne sont jamais vus, donc c'est souvent très ludique. Il y a quasiment ou très très peu d'interactions, ce qu'on appelle top-bottom, ou de prise de parole du management, ou de travail, on va dire, aux alentours d'une problématique d'entreprise. On laisse tomber un petit peu tout ça et vraiment on fait le pari de retrouver un petit peu cet esprit qu'on a un peu perdu avec le télétravail, avec une nouvelle des beaux modes d'engagement et cet esprit un petit peu communautaire qu'on avait un petit peu quand on était jeune, quand on partageait une coloc, quand on a tous fait un petit peu des études d'étudiants. Ça veut pas dire que c'est festif en permanence 24/24, mais vraiment on porte beaucoup d'attention à ce que les gens qui ne se connaissaient pas auparavant échangent à travers vraiment le jeu. Voilà, c'est quelque chose que je crois beaucoup en fait, le jeu et les activités sportives.
Donc, ce sont des temps forts que vous prévoyez à l'avance, vous réunissez tous les collaborateurs et qui permettent aux collaborateurs de créer des liens. Alors, ces moments, c'est sûrement très bien, mais finalement, comment gérez-vous l'entre-deux? Parce que entre deux événements, il y a encore des interactions qu'on doit cultiver. Comment faire en sorte que le lien et les relations qui se sont établies lors de ces événements continuent entre ces moments forts? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a ce pilier, ce moment qui est annuel, donc ce séminaire c'est à peu près 9 mois de préparation en amont. Pour graviter autour de ça, on organise, on utilise beaucoup Sociable, donc avec la plateforme jeu. Les chaînes pour nous sont très très importantes. Cette année, on a un petit peu rechangé la façon dont on voulait les distribuer. Parce qu'on accorde beaucoup d'importance, ne serait-ce qu'à des chaînes petites annonces. Typiquement, voilà, c'est une bonne façon de recréer du lien entre les personnes. Et on va aussi multiplier, on va dire par trimestre, dans chaque agence un événement local. Typiquement, on va aller sur l'équipe lyonnaise, on va aller sur la région de Chamonix, monter sûrement l'Aiguille du Midi. Donc c'est des petites équipes de 30 personnes. Encore une fois, c'est un chiffre qui est assez facile pour recréer du lien. Après, c'est plus difficile, on a d'autres techniques et on a besoin de ces moments un petit peu plus qualitatifs avec moins de personnes sur lesquels vraiment on prend le temps. Et là, c'est pas que 2 heures, c'est pas qu'un resto, il faut se donner le temps. Donc c'est sur 1 jour, 2 jours et c'est vraiment comme ça qu'on crée les relations fortes. Et c'est ce qui fait du lien. Je suis un peu surprise et positivement surprise parce que finalement, une entreprise comme James, qui est très basée, le cœur même de l'activité, c'est la data. Donc, j'imagine que les décisions sont prises d'une façon très rationnelle. Et là, en fait, vous allouez des ressources, du temps, des activités qui ne sont absolument pas finalement basées sur la data. Donc, comment as-tu convaincu le management à investir dans cette stratégie? Et donc, si je schématise, en gros, faire en sorte que les collaborateurs s'amusent pendant quelques jours. Ouais, c'est vrai que ça peut être challenging quand on le voit comme ça. Alors, je pense que d'abord, il y a une prise de conscience assez forte du problème du turnover dans l'entreprise par les dirigeants. Il y a eu aussi une confiance assez claire de la part des dirigeants. Ils ont un petit peu laissé carte blanche, sous réserve que ça se passe bien, effectivement. Il y a un premier séminaire qui s'est passé en 2019, qui s'est très très bien passé, où il y a un retour exceptionnel des personnes, quand on a fait un petit peu le sondage de post-séminaire. Et à partir de là, voilà, ils ont dit que les événements sont une réussite, ça marche. Voilà, on n'est pas obligé de faire uniquement 2 jours de travail, mais au contraire laisser beaucoup d'opportunités. Et après, sur les séminaires successifs, on a fait un peu de data, c'est-à-dire que je suis rentré effectivement comme j'imagine tout responsable marketing, on est obligé de prouver que ce qu'on fait, on a un retour sur investissement. Et là, on rentre un petit peu toutes les données qu'on a fait sur les séminaires. On a des logiciels un petit peu comme Power BI pour mettre ça en forme. Et on arrive à montrer à la fois aux dirigeants et aux investisseurs que l'investissement, parce que c'est un investissement vraiment conséquent d'entreprise, voilà, on le capitalise pour la suite. Et vraiment, on a le taux de transformation qui, là, pour le coup, on va l'appeler le taux de rétention. Et il est important, il est là. Tout à l'heure, Mathieu, tu as évoqué la notion de jeu. Et c'est vrai que toutes ces techniques de jeu, de gamification pour engager les collaborateurs, beaucoup d'entreprises ont encore peur de les adopter parce que ça fait pas sérieux, parce qu'on ne l'a pas travaillé, etc. Et pourtant, c'est vrai que c'est une technique d'engagement collaborateur qui est très efficace. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'adopter et comment vous la déployez? Comment vous faites en fait pour injecter le jeu dans vos activités professionnelles? Alors effectivement, nous, on est très jeu, d'une part parce qu'on y croit fondamentalement, on est vraiment sincère quand on va aller pousser une activité de gaming, c'est pas juste une activité corporate ou une posture qu'on va avoir, et toute l'équipe marketing qui travaille dans cet esprit-là a le même état d'esprit. Donc ça, c'est une première chose, la sincérité. D'autre part, on est vraiment sur nous un public, on va dire à bac plus 5, on commence à recruter assez jeunes. C'est une génération effectivement qui aime jouer, donc qui a énormément de possibilités de se distraire en digital. Je ne sais pas encore s'il y a beaucoup d'entreprises qui sont bloquées sur le jeu. Ce que je peux leur dire, en tout cas, c'est que c'est fondamentalement dans les racines, dans l'ADN de l'être humain de jouer. Il y a pas le travail d'un côté, la vie privée de l'autre. En tout cas, moi, c'est un modèle que je n'y crois plus. Donc, on est entier. Qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, on est toujours la même personne. Et si on a envie de jouer à la maison, c'est pareil au travail. Donc évidemment qu'on cadre ça avec effectivement des outils qui nous permettent de le faire assez simplement, mais surtout on va pas trop préempter sur la vie personnelle des gens. Et encore une fois, c'est à partir du moment où on est sincère, ça suit. Et là, du coup, la direction nous fait encore une fois entièrement confiance dans la mesure où effectivement ils ont des objectifs à rendre au niveau des investisseurs. Ça, c'est normal. Toute société privée a des objectifs. Donc, quand on montre que c'est pas un jouer pour jouer, juste pour s'amuser, mais que effectivement derrière
il y a des résultats. Voilà, les gens qui sont contents. On montre un petit peu avec des sondages que ça marche bien. Voilà, donc on a tout à fait toute la confiance de la direction. Juste pour comprendre, quand vous évaluez ce type d'action, finalement, c'est quoi vos indicateurs? Le taux de rétention? Il y a des indicateurs quali aussi, j'imagine. Nous, c'est vrai que c'est toujours difficile. Est-ce que quelqu'un qui joue est content et va rester plus 4 mois supplémentaires? On peut pas le sortir comme ça. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel marketeur qui est lié à la marque. Comment on mesure l'importance de la marque et la valeur de la marque. Donc, on le voit un petit peu plus sur nous sur le long terme avec d'autres types d'indicateurs. C'est-à-dire que on communique énormément sur LinkedIn. On a pu voir que en 2 ans, on est passé de 9 000 à 16 000 abonnés. On voit un petit peu les gens qui aiment les publications, qui les repostent ou qui les commentent. Donc ça, c'est un indicateur assez fiable. Et on voit aussi le taux de participation qu'on a sur notre canal de communication interne qu'on appelle BeatGems, qui est l'outil Sociable. On voit le taux d'engagement des personnes à la fois quand ils vont écrire des articles ou quand ils vont jouer directement aux événements. Et puis après, il faut dire, ça c'est sympa, hein, donc faire un sondage foot pour la Coupe du Monde, lancer la meilleure galette, bon, on n'oblige jamais les gens à jouer, mais à partir du moment où on garde, et ça c'est très très important, ça va partie, je pense, d'un de mes conseils à la fin, c'est qu'il faut jamais lâcher l'affaire. Toujours continuer à lancer des jeux, peu importe s'il y a, allez, on va dire que 10 participants ou on en voulait 60, il n'y en a plus que 50, c'est pas grave, il faut toujours continuer. On est quand même dans un monde, il y a besoin de contenu, il y a besoin d'interactivité permanente, c'est le monde dans lequel on est. Voilà, donc on peut pas le changer complètement. Donc il faut pas se dire, ah non, j'ai pas eu mes stats cette fois-ci, j'arrête, j'y crois plus. C'est vraiment un effort en permanent en fait. Justement, du coup, comme c'est une situation dans laquelle beaucoup d'entreprises se trouvent aujourd'hui, la difficulté d'engager les collaborateurs, quelles seraient les 3 recommandations que tu leur donnerais, compte tenu de l'expérience que tu as sur le sujet? Alors moi, la première reco que je pourrais donner, c'est de m'appeler. Voilà, je pense qu'il n'y a pas mieux que discuter ensemble. Moi, j'ai pas du tout la science infuse. J'ai vu que ça marchait, mais ça se trouve, ça aurait pu ne pas marcher. Donc moi, je suis toujours à la quête de bonnes idées. Donc s'appeler sur LinkedIn, faire un petit post. Moi, j'aime bien rencontrer de nouveaux gens, de nouvelles idées. On se prend un café, on discute. Et avec l'interaction, encore une fois, sociale, il y a beaucoup de choses qui émergent plus que si on devait réfléchir tout seul sur sa feuille blanche. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ce que je dirais un contrôle décontracté. C'est-à-dire qu'il faut... moi, en MBA, on m'a beaucoup appris à contrôler, à planifier, à exécuter. Maintenant, j'en suis un peu revenu. Il faut effectivement donner la ligne directrice, envoyer les gens sur le chemin, mais les laisser marcher tels qu'ils veulent. C'est-à-dire que les bonnes soirées qu'on organise chez nous, c'est celles dans lequel finalement je passe beaucoup moins de temps à tout planifier, tout organiser. La structure est là et après on laisse faire les choses. Là on sort d'une soirée hier soir qu'on a fait au duplex. J'avais un calendrier assez précis en tête de ce que je voulais faire. En lançant la soirée, en voyant comment ça se déroule, je me suis dit mais non, mais ça sert à rien, on va pas faire de prise de parole. Les gens sont heureux, les gens sont contents, ils discutent. Il y a une super atmosphère, c'est sympa. On va pas les saouler avec ce que je voulais faire absolument sur la feuille de papier. Donc ça c'est vraiment important, c'est apprendre à lâcher prise, contrairement à ce qu'on vous a appris en école de commerce ou en école d'ingénieur. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est ce que je vous l'ai dit, c'est voilà, jamais abandonner. C'est pas parce que ça s'est rien passé sur 2 sessions, 2 jeux, 3 jeux, c'est pas grave. Il y a une continuité et puis après, si jamais ça s'arrête, c'est là où ça pourrait faire mal. C'est-à-dire que là, on va se dire tiens, alors il y a plus rien, qu'est-ce qui se passe et les gens vont commencer à s'inquiéter, etc. Donc continuer, c'est une histoire de persévérance. Merci beaucoup, Mathieu. J'aimerais maintenant te poser la question que j'aime bien poser à tous les experts qui interviennent dans ce podcast. Veux-tu partager avec nous le titre d'un livre ou bien d'un film ou bien d'une série qui t'a particulièrement marqué dernièrement? Alors en ce moment, je suis en train de lire un livre qui est assez sympa, qu'on peut raccrocher un petit peu au thème d'aujourd'hui, qui s'appelle Espèce d'espace de Georges Perec. C'est un livre qui a été écrit il y a longtemps, hein, c'est en 74. Donc Georges Perec, lui, c'est une sorte d'essai poème sur comment on va gérer l'espace. Et lui, considéré, commence à écrire sur sa feuille blanche dans sa chambre. Et puis après, il a dit, je vois ma feuille, après je vois ma table, je vois ma chambre, je vois mon appartement. Après, je vois mon appartement, je vois mon quartier, je vois ma ville, je vois mon pays, je vois le monde. Et il s'est vraiment interrogé sur comment réinteragir et voir le monde en termes d'espace. Et l'espace dans lequel nous habitons. Et après, il a commencé à intégrer les humains. Dedans, il y a un passage peut-être que je voulais vous lire. J'ai le livre avec moi. Alors, on est sur la partie... On est sorti un petit peu du pays, on attaque un petit peu le monde. Et puis, il se pose la question, c'est plutôt que faire toujours la même chose, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit peu différemment ?
Voir ce qu'on a toujours rêvé de voir. Et qu'a-t-on toujours rêvé de voir? Les grandes pyramides, la tombe de Marx, celle de Freud, ou bien plutôt découvrir ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'attendait pas, ce qu'on n'imaginait pas. Mais comment donner des exemples? Ce n'est pas ce qui a été, au fil des temps, recensé dans l'éventail des surprises ou des merveilles de ce monde. Ce n'est ni le grandiose, ni l'impressionnant, ce n'est même pas forcément l'étranger, ce serait plutôt au contraire le familier retrouvé, l'espace fraternel. Donc j'aime bien ce passage parce qu'en fait il nous explique que entre ce que j'ai sur ma feuille de papier et ce qu'il faut que j'aille faire dans le monde, une sorte de checklist, je déteste ce mot, des choses à faire dans le monde que j'ai pas encore fait ou que j'ai pas visité. Voilà, il y a beaucoup de place à laisser à l'imprévu ou aux rencontres qui peuvent se faire. Et encore une fois, c'est comme ça que nous on le conçoit un petit peu les interactions sociales entre les gens, c'est organiser des événements, mais laisser les choses un petit peu se faire telles quelles parce que les gens sont intelligents et socialement vont s'adhérer. Ça fait partie de notre ADN. On ne peut pas vivre sans les autres. Personne n'est fait pour vivre tout seul et on a besoin de se retrouver et ça se fait très naturellement. Et Georges Perec le dit très bien dans ce livre. Merci beaucoup Mathieu de ce conseil et aussi d'avoir répondu à mes questions. Merci Barbara et très bonne journée. C'était Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Retrouvez-nous dans le prochain épisode. À bientôt.